Lequel d'entre vous souhaite rebondir sur ces questions, égalité entre les femmes et les hommes, importance de la formation professionnelle et logique d'unification du statut, les conséquences statutaires de cette très grave réforme? Je laisse la parole là. Alors ouais, il y avait plusieurs questions. Alors sur les comparaisons internationales, bon, c'est jamais évident de faire des comparaisons. C'est vrai qu'on manque de sources et d'ailleurs, c'est peut-être un travail qu'on pourrait faire au niveau syndical, en liaison avec les autres organisations syndicales européennes notamment. Je sais pas, je pense que la CGT étant membre de la Confédération européenne des syndicats, c'est ça? Ça, c'est un travail qui pourrait être mené parce qu'on manque de sources et notamment de sources objectives. Moi, l'idée que j'en ai, c'est que on est quand même en Europe dans un système où la fonction publique de carrière prédomine. Enfin, mais en revanche, où la France est un peu isolée dans la mesure où elle se limite de plus en plus à des fonctions régaliennes. Ce qui fait que vous pouvez avoir un système de fonction publique de carrière dans lequel les fonctionnaires sont minoritaires. C'est peut-être ce qui est en train de prédominer quand on regarde du côté Royaume-Uni, Allemagne, Portugal, Espagne, Suède. S'agissant évidemment de la vigilance sur le risque de politisation, en effet, tu as bien fait, Christophe, de rappeler la jurisprudence administrative, notamment l'arrêt Barrel de 1954, qui met bien en évidence le fait qu'on ne peut pas refuser l'accès à un concours à un agent public en fonction de ses orientations politiques, son orientation politique. Maintenant, quand je soulignais la vigilance, enfin, j'appelais plutôt à une vigilance. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, compte tenu du fait que de manière larvée, on a déjà basculé dans un système d'appariement à la sortie de l'INSP, et qu'aujourd'hui, on a créé un corps unique d'administrateurs de l'État, je ne pense pas que ça soit au stade de l'affectation dans un ministère ou un autre que vont se poser des questions politiques. À ce stade-là, on est en début de carrière. Je pense que la discrimination risque plutôt de se faire sur, je disais, le genre et l'âge. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. La politisation, elle apparaît à l'étape suivante de la carrière, lorsqu'on break l'accès à des emplois fonctionnels. Et c'est là, évidemment, où il faut faire très attention. Puisqu'on est en voie de, quand même, pas de généralisation, mais on voit qu'à la faveur de cette réforme, on augmente considérablement le champ, enfin l'assiette des emplois fonctionnels, puisqu'on a créé notamment tous ces corps, on a supprimé notamment tous ces corps spécialisés. S'agissant du tronc commun, bon, c'est une chose qui, d'ailleurs, qui est mise en œuvre dans le cadre de la création de l'INSP, que le gouvernement a rappelé avant-hier. Ils veulent mettre en place des troncs communs entre les différentes écoles d'application. C'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça existe, comme le disait Jésus tout à l'heure, entre l'ENAI et l'INET depuis plusieurs années. Alors bon, c'est pas très développé, mais c'est bien en effet de favoriser, notamment dans les modules de gestion et de management public, de mélanger des élèves de INET et INSP, même si ça reste encore assez limité pour l'instant. Sur l'unification des statuts, moi j'aurais juste une réserve, et je pensais aborder ce point plus tard sur la question du corps unique. C'est que je pense que la menace aujourd'hui, c'est d'avoir un corps de généralistes. Et d'ailleurs, Jésus l'a un peu dit tout à l'heure également. Généraliste versus technicien ou expert. Alors, je ne sais pas si je peux le développer là, ou si vous voulez qu'on aborde après le corps unique. Non, non, c'est bon. Vas-y. Vas-y. Le corps unique, a priori, c'est une bonne chose. Un corps unique à la sortie de l'INSP, avec un corps d'administrateurs de l'État, pour une première partie de carrière, qui favorise une harmonisation, un décloisonnement au sein de la haute fonction publique, de l'État, j'entends à ce stade, ça va plutôt dans le bon sens, je pense. C'est un moyen de lutter contre les corporatismes. Je pense que la CGT n'est pas pour les corporatismes. Et on sait très bien qu'il y a du corporatisme dans des inspections générales, il y a du corporatisme dans la préfectorale, il y a du corporatisme dans la diplomatie. Si ça favorise, comme c'est en train de le faire, une harmonisation des régimes de rémunération des hauts fonctionnaires, c'est également plutôt une bonne chose. Parce qu'il ne faut pas se cacher, à la sortie de l'ENA et de l'INET, si Bercy, parmi les ministères, part en premier,
c'est parce que Bercy paye mieux que le ministère de l'Agriculture. Donc, justement, l'appariement, il se fera plus facilement si eh ben, le jeune, enfin, le- l'élève de l'INSP qui sort de l'INSP ben, dit qu'il est plutôt intéressé, n'est plus motivé par la rémunération et par l'éventuel déroulement de carrière derrière, mais par son appétence pour telle ou telle euh, administration, enfin, politique publique. C'est quelque chose qui s'entend. Faciliter la mobilité professionnelle également, c'est plutôt une bonne chose. Un corps unique d'administrateurs de l'État, ça facilite la mobilité au sein des différents ministères, avec ce corps interministériel. Mais je pense qu'il y a également des dangers. Alors, les dangers, on les a vus avec la rémunération, et vous l'avez souligné tout à l'heure. On bascule encore plus dans une rémunération au mérite. Une rémunération qui, on nous dit, va atteindre 30% de la rémunération accessoire, la rémunération au mérite. Et ça, c'est quand même un danger, dans la mesure où on dit qu'on rémunérera, la rémunération au mérite se fera au résultat. Et alors, la notion de résultat, s'agissant de l'appréciation de la, entre guillemets, performance individuelle d'un agent, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à aborder. Je pense que vous avez dû le voir ce matin. On sait très bien que la rémunération au mérite fait partie de cette manière de basculer dans une autre fonction publique et qu'on appelle le New Public Management. Les résultats, comment apprécier les résultats lorsqu'on est un agent, fût-ce un encadrant, au service d'une politique publique qui est menée par un gouvernement, qui peut prendre des décisions dans un sens et dans un autre, d'autant qu'on nous explique que la rémunération au mérite va se faire sur une part individuelle, mais également collective. Donc, on va apprécier le mérite collectif. Alors, imaginez, je ne sais pas, un ministre qui décide qu'on met en place la prime Rénov', et puis après, il décide de la réduire, et puis finalement, il la remet, parce que, vous savez, c'est un peu comme le bonus écologique, on réduit, puis finalement, on se dit, bah non, c'est quand même une bonne idée. Et donc, finalement, on l'augmente, ou on ne le supprime pas, ou on ne le réduit pas. Oui, mais enfin, du coup, ça a quand même un impact sur les acteurs. Et ça peut limiter le succès d'une politique publique de revenir en arrière pour finalement aller de l'avant 6 mois plus tard. Et on voit très bien ces allers-retours, ils se font dans plein de politiques publiques où finalement le politique a souvent une vue un peu à court terme et il se rend compte malheureusement parfois trop tard qu'il a fait une erreur. Et on pourrait donner plein d'exemples de ce type. Alors comment on apprécie la performance collective des agents, des services qui sont chargés de mettre en œuvre ces politiques? C'est pour ça qu'on peut quand même s'interroger sur la pertinence de développer la rémunération mérite. Évidemment, le risque, c'est aussi le fait de créer des super accélérateurs de carrière à la faveur de l'accès à des emplois fonctionnels. Et ça, on l'a vu avec Fabien, notamment lors de la réunion de la formation encadrement supérieur de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. On voit se développer une fonction publique à plusieurs vitesses. Bon, elle existe déjà, mais on est quand même frappé de voir qu'au sein même de la haute fonction publique, on va avoir plusieurs vitesses. On va avoir le corps des administrateurs de l'État et ensuite les emplois fonctionnels qui vont bénéficier d'un régime indiciaire et d'un régime de rémunération indemnitaire particulièrement intéressant, avec la possibilité de bénéficier de réductions d'ancienneté de 6 mois sur des échelons de 18 mois. Et on voit bien là aussi le danger. D'autant que ce qui est quand même étonnant aussi, c'est que cette rémunération au mérite, pour revenir là-dessus, on nous dit, enfin, ou plutôt cette rémunération des emplois fonctionnels, on va créer 4 niveaux d'emplois fonctionnels, vous avez vu ça avant-hier, et c'est ce qui nous avait été présenté en octobre dernier. Et on nous dit, les mieux rémunérés, ceux qui seront au niveau 1, ça sera en fonction, évidemment, du niveau de responsabilité, mais la rémunération se fera en fonction du degré de risque, du degré d'exposition de l'emploi supérieur de l'État. De risque d'exposition. Alors déjà, c'est très flou. Et puis, à la limite, on a envie de dire, très bien, mais je ne sais pas, il y a 2 ans, là, pendant la crise sanitaire, on ne nous parlait pas des premiers de cordée qui étaient exposés à des risques ou mais on nous parlait plutôt des premiers de corvée. Et parmi ces premiers de corvée, on avait de nombreux fonctionnaires, des agents hospitaliers. On a également des enseignants qui ont assuré la continuité. On a des agents dans les services déconcentrés de l'État et en administration centrale qui ont été également tout particulièrement mobilisés. On a également les agents de l'État qui assurent des fonctions d'accueil. On a des agents de contrôle qui viennent sur le terrain et qui, au risque de se faire assassiner, comme le collègue du Pas-de-Calais en début de semaine.
hein. Eux aussi sont exposés à un risque. Ils ne sont pas hauts fonctionnaires. Est-ce qu'on va adapter leur rémunération en fonction du risque, de l'exposition? On voit bien que c'est quelque chose qu'il faut manier avec quand même beaucoup de précaution. C'est pour ça que je m'interroge vraiment sur le mode de rémunération des hauts fonctionnaires, enfin des administrateurs de l'État et surtout des employeurs supérieurs de l'État, car on nous a quand même présenté, c'est pour ça que la réunion au sein de ce collège s'est très bien passée début octobre. On, a, on s'est réunis pour l'instant une fois, on s'est réunis sur un thème qui pouvait que faire plaisir à tout le monde, qui était celui de la rémunération, dès lors qu'on présentait quand même une réforme avec un paquet, une enveloppe de 20 millions d'euros à se répartir entre 6 000 fonctionnaires, cadres sup. On nous a expliqué que la rémunération indiciaire allait augmenter c'est de 1 500 à 2 100 euros par an. Et quand la CGT a demandé pendant la réunion quid des agents de catégorie B, C et des attachés, on nous a dit non, non, ce n'est pas prévu. On a quand même engagé une réduction de la durée d'échelon. On a quand même mis en place une grille indiciaire qui est en fait quoi? Qui est en fait un moyen de convaincre les membres des différents corps d'encadrement supérieur de l'État actuel, je pense à l'IGF, je pense à l'IGAS, je pense à la préfectorale, à tous ces corps, de rejoindre ce corps unique. Comment? Ben, par un nivellement par le haut. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de niveler par le haut pour que le droit d'option exercé par ces différents agents des grands corps, dans des corps divers de sortie ex-Sénat, rejoignent ce corps. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de niveler par le haut. Je dis juste que il faut quand même faire en sorte que les autres corps suivent. Sinon, comment le justifier? Comment justifier un traitement distinct entre les mieux lotis de la fonction publique et les autres? Il y a quelque chose quand même d'injuste, d'autant qu'une fois de plus, au sein de cet encadrement supérieur, on va clairement distinguer les emplois fonctionnels des autres. Et vous avez vu les grilles de rémunération accessoires. Hein, on est quand même sur des ordres, sur une base parfois 150 000 euros brut par an pour un emploi supérieur de l'État de niveau 1. C'est quand même assez considérable. Et on voit bien que l'idée derrière ça, c'est aussi d'attirer les cadres du privé. Et on vient un peu s'aligner là-dessus. Bon. Donc, pour le coup, les premiers de cordée ne tireront pas le reste des troupes. Hein. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Il va falloir le justifier auprès de l'opinion publique où aujourd'hui, la priorité numéro 1, avec l'écologie, c'est quand même le pouvoir d'achat. Donc, comment justifier que des agents premiers de cordée, mobilisés, exposés à des risques, ne soient pas traités aussi bien que les autres? Alors, je voulais également ajouter une chose, c'est que, évidemment, les dangers de la fonctionnalisation, c'est l'arbitraire, mais aussi le danger, et pour vraiment revenir sur la question de généraliste versus expert, c'est aussi de souligner le risque parce que là, j'ai plutôt présenté les avantages d'un corps unique d'administrateurs de l'État. Mais le risque, évidemment, c'est que ces différentes, entre guillemets, corporations, elles ont présenté au moins un avantage, c'est celui de l'expertise. Hein, si vous recrutez en début de carrière un agent dans le corps des conseillers des affaires étrangères qui va faire de la diplomatie pendant une bonne partie de sa carrière, vous doutez bien qu'il va développer une technicité qui répond à un besoin pour assurer le service public diplomatique, eh bien, de bénéficier d'agents qui connaissent les règles, les us et les coutumes de la négociation, de la représentation de la France dans leurs ambassades ou dans un cadre international. Et on se doute bien que pour la préfectorale, c'est un peu la même chose. Des agents qui ont fait une bonne partie de leur carrière en préfectorale ont développé quand même une compétence que des administrateurs de l'État qui ont travaillé en administration centrale n'ont pas forcément. Et ça vaut pour les autres corps un peu spécialisés. Et le risque, à mon avis, de créer un corps unique d'administrateurs de l'État, c'est en fait de vouloir former et recruter ensuite des généralistes. Des généralistes qui, du coup, au nom de cette fonction publique un peu qu'on appelle fluide ou liquide, vont en effet pouvoir évoluer dans leur carrière, dans différentes administrations, faire un tour dans le privé, peut-être revenir dans le public, faire venir des gens du privé, puisque finalement, ce sont des généralistes. On veut quoi? Des managers. Les managers, on peut aller les chercher dans le privé, on peut aller les chercher un peu partout, dans la territoriale ou dans la hospitalière, et puis ils vont venir bosser pour l'État, après ils vont partir dans l'autre sens, et inversement. On crée de la fluidité, c'est très bien. Mais d'abord, moi, il y a une chose qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, quand même, l'emploi public est menacé.
Hein, vous avez vu, il y a déjà un rapport de UFMI qui est sorti hier qui nous dit, bon, la fête est finie, il faut réduire la voilure, le quoi qu'il en coûte, il faut arrêter, et ça passe par une réduction, évidemment, de l'emploi public. Et on sait très bien que l'emploi public est menacé depuis plusieurs années. Et je pense que le meilleur rempart pour le fonctionnaire face à la suppression de son emploi, c'est justement de montrer qu'il est expert et qu'il est utile. D'autant qu'on a besoin d'expertise, comme l'a souligné Christophe tout à l'heure. On a besoin d'une expertise technique sur des missions de l'État que l'État est en train d'abandonner, notamment en matière d'ingénierie territoriale de l'État, notamment au service des collectivités territoriales. Et ça, c'est fortement dommageable, parce qu'on voit bien que derrière la suppression, la perte de savoir-faire de l'État dans les domaines plus techniques, on justifie donc du coup le recours à des contractuels qui viennent du privé, parce que finalement, un manager, une fois de plus, public-privé, c'est... Mais surtout, on justifie le recours à des cabinets de consultants. C'est ça aussi derrière. Il y a une logique dans tout ça. On va recruter des managers généralistes qui pourront bouger pendant leur carrière, même aller dans le privé. L'expertise technique, on la confie soit à des contractuels qu'on recrute, soit on l'externalise. On la confie à des cabinets de consultants. Vous avez un rapport sénatorial de mars dernier qui nous dit quand même qu'en 2021, on a atteint un niveau record de plus d'1 milliard d'euros de dépenses publiques à des cabinets comme McKinsey, Accenture ou Ernst Young. Alors, là-dedans, vous avez la moitié, c'est des dépenses informatiques. D'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Bon, on voit bien quand même la qualité. On ne va pas parler des différents systèmes qui ont été mis en place en matière de comptable. On a vu que ça avait quand même fait des dégâts. Mais l'expertise, j'entends au sens opérationnel, stratégique. On fait de plus ce que ça s'appelle, on externalise. Donc, le risque à travers ça, c'est de se déposséder encore plus de notre savoir-faire. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'est que la mobilité, c'est bien, mais il faut faire attention aux conflits d'intérêts. Et ça rejoint un peu notre débat sur le recrutement de contractuels du privé, sur les allers-retours entre le public et le privé. On voit bien qu'on demande de plus en plus aux fonctionnaires d'être mobiles, mais en même temps, on doit veiller à éviter les conflits d'intérêts. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut réussir à apprécier, d'autant que l'actualité brûlante montre que les conflits d'intérêts, notamment quand on recourt à des consultants, ou lorsqu'on on forme des hauts fonctionnaires qui ensuite vont pantoufler dans le privé pour faire du consulting, pour ensuite vendre des prestations à l'État. Tout cela traduit une forme d'incohérence et une perte de sens dans l'action de l'État. Jésus. Oui, alors moi je confirme cette volonté d'externaliser le service public pour le réduire dans la territoriale, il est évident. Un concours tous les 2 ans, depuis maintenant 8 ou 10 ans, qui conduit les employeurs publics à dire qu'il y a un problème d'attractivité, on n'arrive plus à recruter d'animateurs, d'ASN, d'agents techniques, on n'a plus d'expertise dans les services techniques pour des agents de maîtrise, comme des maçons, des électriciens, ce qui les invite à externaliser encore plus à des sociétés privées. Voilà. Et c'est la même pour la catégorie B et pour la catégorie A. Alors, je disais tout à l'heure, les emplois fonctionnels existent déjà depuis longtemps dans la territoriale. On a l'arrivée de fonctionnaires de l'État sur ces emplois fonctionnels. Donc, on faudra juger si c'est une richesse ou une difficulté d'avoir cette transversalité entre les versants. Mais moi, ce que je note depuis 25 ans de carrière dans la fonction publique territoriale, c'est qu'il n'y a pas le pendant des administrateurs territoriaux qui vont dans les administrations de l'État. On est encore dans cette représentation où il y a un versant noble et les 2 autres, en tout cas la territoriale, qui n'est pas reconnue en tant que telle. Donc, nous, on a travaillé cette unité, je pense. Ça, c'est important. Mais au-delà des phénomènes de contexte et de symptômes de fragilisation de la fonction publique, de dégradation du fonctionnaire, dont le rôle est de dire le droit à l'usager et à l'administré, ce qui n'est pas le cas du contractuel. Il ne peut pas dire le droit si lui-même n'est pas issu d'un statut juridique qui permet de dire le droit. C'est par rapport aux valeurs, aux 3 principes que tu as exprimés sur l'égalité, l'indépendance et la neutralité, et les valeurs de la fonction publique, la continuité de service, l'adaptabilité,
J'en oublie un, mais voilà, ces éléments-là, ça peut être que le fonctionnaire. Donc, on a besoin de réenchanter ce que c'est qu'un fonctionnaire. Quand on a 40 ans de fonctionnaire machine, de dogme de baisse de la dépense publique, d'augmentation alors des besoins de la population, et notamment chez les seniors et la petite enfance, ça c'est plus pour la territoriale, le scandale des EHPAD gérés par le privé, donc on est davantage là sur de la rentabilité que sur du besoin social à satisfaire, d'utilité sociale. Donc on a une inversion des valeurs. Donc pour le coup, s'attaquer à l'encadrement supérieur, c'est changer le logiciel de départ qui était encore en résistance face à l'idéologie libérale européenne, liée de Maastricht d'ailleurs, puisque la fonction publique, quand on analyse la fonction publique dans l'ensemble des territoires et des collectivités locales dans l'ensemble de l'Europe, on a le nord de l'Europe qui est passé depuis très longtemps à une fonction publique réduite à la catégorie A, avec une externalisation forte sur les B et les C. On a un peu les pays du Sud qui résistent, sont sur le modèle de la France, fonction publique de carrière, voilà, mais qui s'effrite. Et puis on a une Europe de l'Est qui est totalement sur fonction publique d'emploi. Donc l'unité européenne là-dessus, elle est compliquée. On a aussi des adversaires syndicaux qui travaillent non dans le sens de cette idéologie de fonction publique d'emploi, mais de manière invisible. Ils produisent un certain nombre de rapports dans les lobbies, dans les commissions européennes pour aller dans ce sens-là. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu de travailler un cahier revendicatif transverse pour avoir une vraie efficacité au niveau européen. Alors, on y arrive un peu. Bon, je parle un peu de l'Égypte parce que, pour le coup, avec la question du SMIC européen, la question du télétravail ou de la place des femmes dans la fonction publique territoriale, c'est encore 46 à 47% de femmes uniquement dans l'encadrement supérieur. Et malgré les dispositions qu'il y a dans l'article 33 du statut de la loi du 26 janvier 1984, qui dit qu'il doit y avoir un rapport sur l'état de la place des femmes dans les fonctions d'encadrement supérieur. Donc, et on s'aperçoit que les facteurs de discrimination, ils sont liés à la promotion interne et à l'avancement de grade, puisqu'il y a des critères maintenant locaux par la collectivité qui dit que pour accéder au grade supérieur d'attaché principal, par exemple, il faut avoir encadré 2 agents. Donc, des critères d'emploi qui viennent percuter la logique de carrière qui était celle de l'avancement régulier tout au long de la vie, sans critères, en réalité, de performance ou d'emploi. Donc, on a ça, c'est à travailler, ce qui me laisse à dire qu'on a quand même une revendication forte dans notre CGT, qui est le nouveau statut du travail salarié. Et on a une partie dans la fonction publique qui est déjà assez consolidée. Et la remise en cause, en réalité, c'est l'emploi à vie. Pas forcément, puisqu'on peut évoluer et changer d'emploi, c'est le salaire à vie qui est remis en cause, et ça fait partie de cette question du statut de travail salarié. Un salaire à vie, c'est con, c'est antilibéral. Ça s'attaque au capitalisme parce que beaucoup d'employeurs préfèrent avoir quelqu'un qui peut recruter sur 3 mois, 3 ans. C'est pour ça qu'on a des nouveaux contrats, les contrats de projet, hein, qui sont encore plus faibles que les contractuels du droit public. Et donc, pour le coup, on aura des personnes beaucoup plus précarisées qui n'auront aucun droit à accès aux emplois publics. Donc, moi, je m'interroge sur comment on répond à ces enjeux-là, notamment sur l'augmentation des contractuels. Nous, c'est 10% en catégorie A de titulaires, et on a eu cette année 2%, ça c'est le dernier rapport de la fonction publique, d'augmentation de contractuels dans la catégorie A, dans la territoriale. Donc, on voit bien qu'il y a une substitution rapide, là, dans les dernières périodes, soi-disant parce qu'il y a une perte d'expertise, mais les employeurs publics ont scié la branche sur laquelle on est tous assis, dans la territoriale, dans l'État, je ne sais pas, mais nous, on est un triptyque. C'est l'usager, l'élu et le fonctionnaire qui construisent la politique publique, avec la prise en compte des besoins, l'orientation par les élus qui sont élus, par la population, et les fonctionnaires qui conçoivent, qui organisent et qui mettent en œuvre des politiques publiques. Donc l'expertise, l'externalisation avec les cabinets de conseil s'accentue. Donc nous, on a eu avec les 1607 heures des cabinets comme KPMC,
qu'on fait le tour de grosses collectivités pour appliquer les mêmes règles, en piquant le savoir-faire des fonctionnaires et pour toucher 40 000 euros pour chaque prestation, voire plus, hein, c'est parfois des sommes à 6 chiffres, hein, derrière le 6 zéros. Donc on est dans... et ça, c'est des phénomènes qui favorisent justement, qui vont dans le sens, je pense, du macronisme, qui est de changer complètement le logiciel. Et nous, on a aussi un enjeu quand même fort. C'est la place du fonctionnaire citoyen qui est engagé dans le syndicalisme et qui, pour le coup, est un contrepoids dans le cadre d'instances, notamment le paritarisme dans les écoles d'application. Donc, dans quelle mesure on est en capacité, je dirais, de renforcer notre pouvoir d'agir dans des instances paritaires? Ça, c'est une vraie question, et je pense que c'est un élément dans un futur statut consolidé, voire de cogestion. Voilà, nous, au CNFPT, on n'a pas la cogestion financière, mais on devrait l'avoir. Comme au Conseil supérieur de la fonction publique, nous, on estime qu'un syndicaliste pourrait très bien présider cette instance. Voilà, il y a un certain nombre de questions de ce type-là. Et puis, le troisième exemple que je voulais prendre en compte, c'est aussi comment on infiltre la formation. Comment on résiste au changement de logiciel d'une formation pour tous, pour éveiller les consciences et occuper des fonctions avec une éthique professionnelle, hein, je reviens sur ce terme-là qui me paraît important, en créant un réseau de formateurs dans les écoles d'application. C'est un sujet qu'on avait déjà peut-être évoqué dans d'autres instances de la CGT, qui concernait notamment comment on résiste aux politiques libérales dans les écoles privées ou les universités qui formatent les esprits pour psychoter, alors que nous, on n'arrive pas à passer pas des universités pour proposer notre presse ou nos modèles de conception de la société. Hein, le Figaro est diffusé partout, mais notre presse, c'est à l'extérieur de l'université. Donc, comment on arrive à garantir un socle de conception de la fonction publique dans les écoles d'application pour les cadres, de manière générale. Voilà, ça me paraît un élément important. Voilà, je voulais conclure là-dessus parce que c'est cet élément-là. Donc, comment on résiste au problème de cette conception d'effondrement de la fonction publique? Il faut forcément avoir un encadrement indépendant, un encadrement supérieur, avec des spécificités par versant. Je pense que ça, c'est un élément important. Après, sur les questions du tronc commun de formation, sur le siège, je dirais que c'est un chantier qu'il faut regarder avec prudence, hein, parce que ça peut percuter aussi un certain nombre d'autres choses qu'on n'a pas forcément en tête, et puis créer des aspects de convergence. C'est pour ça que d'ailleurs, comme tu l'as souligné, c'était la première fois que les élèves de l'ENA demandaient à la CGT d'intervenir. Moi, quand j'ai assisté, je suis intervenu à une conférence inspiration à la demande de l'ENA, des élèves de l'ENA et de l'INEM. C'est à cette occasion-là que les élèves ont interpellé la directrice de l'INESP sur le maintien ou la suppression du classement. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait une logique très, tu l'as dit, de mise en concurrence des élèves pour le versant État, alors qu'il y avait toute une logique de formation totalement différente, de coopération, de travail collectif chez les administrateurs territoriaux, alors qui pour un certain nombre étaient déjà en poste en tant que directeur général, sur un grade d'emploi d'attaché, et qui venaient en réalité conforter un certain nombre de compétences acquises sur le terrain pour devenir administrateur. Voilà. Et puis après, il y a cet aspect qui est un peu idéologisé sur la place des talents, donc des profils pour éviter des discriminants qui sont à côté, et donc qu'on soit des parcours de méritants, on va dire. Et là-dessus, on a l'expérience quand même de Sciences Po, qui est quand même pas une réussite. Et pour travailler dans une collectivité où le taux de la population immigrée est très forte et l'accès aux services publics est aussi importante, on voit bien qu'il y a une forme de... Alors que le niveau de qualification est élevé, la discrimination est aussi importante pour trouver un premier emploi. Il faut qu'on puisse juger si ces dispositifs-là, ils sont efficaces.
Moi, il me semble, en tout cas, ce que me disaient moi, les élèves administrateurs, hein, c'est qu'en réalité, ils étaient quand même issus de milieux socioprofessionnels moyens ou élevés, et pas tant que ça, pas si modestes que ça. Et ils étaient aussi discriminés dans la promotion. Donc, en réalité, on est là sur une idéologie politique qui essaye de faire croire qu'il prend en compte la diversité des différentes enfin, des différents territoires, mais qu'en réalité, c'est un effet de saupoudrage et qu'il faudrait peut-être multiplier le nombre d'écoles et le généraliser à un cursus dans l'éducation nationale pour s'assurer ensuite d'avoir, si on veut des parcours d'excellence ensuite, beaucoup plus de candidats qui soient issus de milieux modestes.